Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le Geek Squadron. Aujourd'hui, je reçois Iris. Mais dis donc, hein, c'est fou ces émissions hyper originales. Non, je te Euh, reçois cette fois-ci en tant que journaliste de terrain. oh. Ouais, alors c'est peut-être un peu pousser le bouchon quand même, parce que non, en fait, tu me ressens en tant que podcasteur qui a été invité à une soirée spéciale de chez Pocket. Alors, c'était une soirée dans le cadre du mois de l'imaginaire. Et qu'est-ce que Pocket vous a raconté? Alors déjà, je vais expliquer un petit peu ce que c'est le mois de l'imaginaire. Donc c'est un mois qui tombe tous les ans, voilà, les mois normaux. Donc ça tombe au mois d'octobre et en fait c'est une initiative de la part des maisons d'édition qui publient donc de l'imaginaire. Donc par imaginaire on entend fantastique, fantasy, science-fiction et puis tous les sous-genres qui sont associés pour promouvoir la littérature de l'imaginaire auprès des libraires, auprès des médias, en faisant des actions comme la soirée de VR dont je vais vous parler, mais aussi en faisant des animations sur les réseaux sociaux. Enfin, voilà. Le but étant de toucher un public le plus large possible. Et donc, Pocket a une division imaginaire, hein, on la connaît bien, nous, chez Star Wars, puisque la collection Star Wars est une division de Pocket imaginaire. Et enfin, cette année, en 2022, la directrice de la collection donc de Pocket Imaginaire, qui est Charlotte. Ah, j'ai un trou de mémoire. Mince, Charlotte Volper ou Volpe, je suis pas tout à fait sûre de la prononciation. Bref, a créé, avec sa direction, a créé un label avec un concept un petit peu inédit. Ce label, c'est les étoiles montantes de l'imaginaire. Donc l'idée, en fait, c'est de publier des coups de cœur Hmm. qui n'ont pas été forcément créés par Pocket, c'est-à-dire que Pocket va racheter des droits de livres qui sont déjà publiés en grand format, par exemple, mais qui vont être des coups de cœur hein, vraiment de la directrice de collection, et puis qui vont toucher tous les domaines de l'imaginaire. Il va y avoir de la science-fiction, il va y avoir de la fantasy, il va y avoir du fantastique. Le but étant de mettre en avant voilà, les différents enfin, toutes les possibilités de l'imaginaire, parce que c'est très très vaste, et aussi de mettre à disposition du public des œuvres qui sont peut-être plus accessibles que tout de suite partir sur Le Seigneur des Anneaux, sur du Lovecraft, sur des choses peut-être un peu plus spécifiques qui peuvent rebuter des gens qui ont l'habitude de la littérature dite blanche. C'est Voilà. aussi des auteurs plus récents, du coup, aussi des œuvres plus récentes Ah, tout qui à fait, viennent puisque d'être parues dans les dernières années, quoi. tout à fait, c'est vraiment voilà, des auteurs alors, francophones le plus possible et des auteurs, parfois c'est même leur premier roman. Donc on est vraiment dans le côté, on donne sa chance aux petits nouveaux, le renouvellement voilà, de la littérature de l'imaginaire et sortir des sentiers battus, oui, Tolkien, Herbert, etc. On les aime bien, hein, mais voilà, faut renouveler un petit peu, puis ça peut rebuter des gens qui n'ont pas forcément l'habitude et puis qui arrivent à dire ah bah lisez Asimov et tu vois Mm, mm. comment Fondation, le cycle de Fondation avec je ne sais combien de tomes, C'est beaucoup. tu peux prendre un peu peur, hein, très Mm, mm. clairement quand tu connais pas. Voilà. Mais ceci dit, oui, les grands auteurs sont aussi chez Pocket Imaginaire. Enfin, Dune, Oui, je sais qu'ils l'ont dans bah, leur catalogue, Seigneur des Anneaux. j'ai pas parlé d'Herbert et de Tolkien au Au hasard, hasard. hein, quand même. Hein. Voilà, ils sont dans le catalogue, mais c'est vrai que c'est bien de mettre en avant des gens qui sont finalement moins connus du grand public, et puis qui débutent leur carrière d'auteur. Tout à fait, puis de mettre en avant aussi des auteurs francophones, puisque Mm. on est quand même énormément submergé, on serait qu'à voir Star Wars, hein, Ah bah oui. d'auteurs anglophones, et donc voilà, mettre en avant des ouvrages qui sont dans notre langue maternelle, c'est quand même assez intéressant. C'est une initiative que j'ai trouvée voilà, plutôt chouette, plutôt intéressante. Ouais, je vais développer ça ensuite, puisque la soirée a beaucoup tourné autour de ça. Donc,
C'était une soirée de présentation de la collection Pocket Imaginaire, enfin plus exactement des parutions à venir chez Pocket Imaginaire, y compris chez Star Wars, et on va y revenir évidemment, hein, c'est un peu notre fonds de commerce quand même un peu. Et donc voilà, été invité des libraires, journalistes, des podcasteurs, on s'est retrouvés la crème de la crème de la commu litée Star Wars. Voilà, donc c'était assez sympa parce que c'est des têtes connues ou des gens qu'on connaît sur Twitter ou autres réseaux sociaux. Et puis, ça y est, on associe un visage à un nom, donc c'est assez marrant. Donc, pour commencer, pour la collection Pocket, enfin Pocket Imaginaire, pas Star Wars, hors Star Wars. Il y avait 5 auteurs d'invités hier qui nous ont présenté leurs ouvrages à venir, qui se sont présentés un petit peu aussi, avec qui on a pu échanger aussi au cours de la soirée. Donc, il y avait David Brie, qu'on a vu, qui était l'année dernière hein, dans les étoiles déjà dans les étoiles montantes de l'imaginaire. Alors, je suis désolée, je prends un tout petit instant pour me remettre mes fiches, parce que au bout d'un moment, ça fait beaucoup de noms et beaucoup de... C'est l'auteur de la princesse au visage de nuit. Voilà, c'était ce que je cherchais. J'ai mon ordinateur qui est un peu récalcitrant, il est pas cool, mais c'est pas grave, on va s'en sortir. Je peux faire Donc effectivement, l'année dernière, David Brie était une étoile montante. Enfin, l'année dernière, non, c'est cette année en fait. Oui, pardon, 2022. Mais bon, on est un peu déphasé puisqu'on va parler des publications de l'année prochaine. C'est toujours un peu compliqué. Et je vous avouerai que je me suis levée très tôt ce matin pour rentrer chez moi, donc je suis absolument déphasée. Donc, la princesse au visage de nuit. Et qui revient cette année pour Le Chant des Géants. Il y avait aussi Étienne Kunz qui, lui, donc, va publier en février un roman qui s'appelle Symphonie atomique. Il y avait aussi... du coup, c'est de la science-fiction ou... Science-fiction, mais j'y reviendrai après. Okay. Il y avait Jean Krug qui, lui, présentait son premier roman, Le Chant des Glaces. Gilberto Villarroel, qui est un auteur chilien qui parle très bien français et qui, lui, écrit une saga, on va dire, Lord Cochrane versus Cthulhu. Enfin, ça peut faire un peu bizarre parce que c'est une confrontation vraiment... étrange à la base, hein. Thomas Cochrane, c'est le libérateur du Chili, du Pérou, voilà, dans les années 1800, et il se retrouve confronté à Cthulhu qui est réveillé de son sommeil et qui veut anéantir l'humanité parce que voilà, pourquoi pas. Donc voilà, c'est toute une saga qu'il écrit, et le 3e tome donc sortira l'année prochaine, hein, puisque c'est le planning de l'année prochaine. Et il y avait aussi Amélie Wellenstein, qui était elle aussi une étoile montante de cette année avec son roman Yardam, et qui revient pour le désert des couleurs. Donc justement, Aurélie Wellenstein, c'était la première à se présenter, à présenter son roman Le désert des couleurs. Donc le pitch de départ, c'est la Terre s'est désertifiée en fait, hein, le désert a progressé. Elle nous a expliqué que c'était un désert absolument magnifique, rempli de couleurs. Elle nous a fait vraiment voyager en parlant de son roman. Elle m'a beaucoup donné envie de le lire, en disant voilà, par exemple, il y a des endroits où il fait tellement chaud que le sable s'est vitrifié, ça fait des motifs de vitraux, etc. Mais voilà, comme beaucoup de beauté, c'est une beauté maléfique quelque part, hein. Le désert est dangereux pour l'humanité puisqu'il fait perdre aux hommes leur mémoire quand ils s'y aventurent. Donc l'humanité s'est réfugiée dans des postes un peu hors du désert, mais petit à petit, le désert rogne se rapproche et il y a une communauté qui décide d'envoyer des explorateurs dans le désert. Un homme et une femme, donc en fait c'est une jeune femme et son demi-frère, le demi-frère qui a l'air d'être pas tout à fait humain, ça a son importance pour la suite. Et
Elle, au fur et à mesure qu'elle s'enfonce dans le désert, va perdre ses souvenirs, mais lui n'est pas affecté. Il va récupérer les souvenirs de sa sœur et va, en fait, finalement, lui reconstruire sa mémoire petit à petit. Donc, quelque part, le jour, elle perd la mémoire et la nuit, elle la reconstruit. Mais ça va questionner énormément comment l'identité, les souvenirs aussi, parce qu'un souvenir, c'est très subjectif. C'est pas parce qu'on se souvient de quelque chose que ça s'est réellement passé comme cela. En plus, c'est réinterprété par le frère derrière, donc un peu le côté téléphone arabe, j'imagine, où ça se déforme au fur et à mesure qu'on re-raconte. On voit ça avec les contes oraux qui ont énormément de versions différentes. Et son frère peut choisir ce qu'il lui raconte aussi. Tout à fait. Donc, elle parle de deux opposés. Et c'est un roman qu'elle a écrit après le premier confinement. Hein, comme beaucoup de gens, ça a été quand même très... besoin d'écrire, de faire des choses créatives, c'était très cathartique. Et donc, c'est un roman de fantaisie, de voyage, qui fait appel à l'imaginaire. Elle dit elle-même que c'est un sujet très dur, mais qui est empli d'espoir. Voilà, un côté un peu éclairer les ombres, et c'est un conte humaniste. Alors, je raconte ça beaucoup moins bien qu'elle, mais vraiment, elle m'a énormément donné envie de découvrir son travail. C'est un peu le but de ce genre de soirée, de se mettre en avant. Et voilà, c'était très intéressant. Et donc, j'attends avec impatience la sortie en janvier. Alors, sachant que c'est un roman qui est déjà sorti en grand format, par contre, j'ai oublié le nom de la maison d'édition, donc ça, je vous le mettrai. Non, j'étais en train de me dire, je cherchais le nom de la maison d'édition où était fait Ronin. Outre-Fleuve. Outre-Fleuve, ce serait pas Outre-Fleuve? Non, parce que Outre-Fleuve, c'est lié à Pocket, me semble-t-il. Enfin, oui, c'est la même. Alors que là, non, c'est pas le cas. J'ai plus le nom de la maison d'édition, mais okay. c'est autre chose. Okay. Après, en janvier, toujours, il va sortir Le Chant des Glaces de Jean Krug. J'ai eu l'occasion de discuter un petit peu avec lui ensuite. Donc, il m'a un peu raconté la genèse de son projet. Donc, il faut savoir qu'il est glaciologue à la base. Super. Voilà, et que pendant sa thèse, il en a eu marre d'écrire des articles scientifiques. Il avait envie un petit peu plus de... Voilà, pas forcément de légèreté, mais peut-être quelque chose, un cadre moins rigide, ce qu'on peut comprendre. Et ce qui a commencé comme une petite idée qui germe comme ça, sans prétention, a fini par atterrir sur le bureau d'un éditeur et à être publié. C'est son premier roman. Ça se passe, alors je reprends mes petites notes, ça se passe sur une planète glaciaire où sont déportés des prisonniers. Parmi ces prisonniers, il y en a qui ont des capacités un petit peu spécifiques. On les appelle les chanteurs. Et ils sont capables de repérer dans la glace des cristaux de glace qui ont des propriétés particulières. Donc, qui sont forcément très recherchés parce que c'est très rare, etc. Et deux d'entre eux... Comment? J'ai une question. Oui. C'est des humains? Oui, de ce que j'ai compris. Je dis oui, mais je ne suis pas catégorique. Mais dans mes notes, je ne vois pas marqué alien, donc c'est que ça doit être des humains. Et donc, deux d'entre eux vont devoir aller au cœur de la planète pour aller chercher ces fameux cristaux, mais en mettant comme condition, si on réussit l'expédition, il faut qu'on soit libéré. Donc, c'est un roman polyphonique, donc plusieurs narrateurs possibles. Ça questionne la question de la liberté dans un monde clos aussi. Et puis, bien évidemment, l'auteur étant glaciologue, on a forcément cette thématique du changement climatique. Lui nous parlait de ce côté très immersif dans la glace. Quand lui, il y est sur les glaciers, etc., qu'il entend la glace chanter, voilà, c'était quelque chose qu'il avait envie de
de partager aussi à travers ce roman. Donc, il lui... Pardon, J'allais dire, c'est drôle parce que le désert des couleurs, ça fait aussi penser forcément au réchauffement climatique. Ah oui, mais il y a un petit fil conducteur quand même, un petit peu, tu vas voir avec un troisième auteur. Bah justement, en fait, sans transition, j'ai envie de dire, et c'est magique, Céline, on n'a pas répété, et ça marche super bien. C'est donc le roman Symphonie atomique d'Étienne Kunz, qui est un expert comment, 1, 2, 3 en physique non. atomique, non, pas en physique atomique. C'est vrai que le titre pourrait je tente ma chance. penser. Oui, non, mais j'ai le mot sur le bout de la langue, mais en environnement en question, là aussi, Ah oui, on d'accord. parle changement climatique, etc. Donc là, c'est un thriller. En 48 heures chrono, résoudre une crise mondiale. Ça se passe dans un futur relativement proche, puisqu'on est en 2075. Et pour lui, c'est un moyen de présenter ce qui pourrait être, parce qu'il est un ingénieur environnemental. Donc, il va présenter les enjeux politiques, sociaux, environnementaux, voilà, que peut poser concrètement le réchauffement climatique. Donc, voilà, le monde en 2075, l'équilibre du monde va reposer sur 4 stations orbitales nucléaires. On les voit d'ailleurs sur la couverture. On va parler d'un modèle de société européen qui va essayer d'être éco-responsable. Ça va parler d'éco-anxiété, pardon, parce que d'éco-ancienneté ne veut pas dire grand-chose. Voilà, l'idée pour lui, c'était d'explorer les conséquences du changement climatique sur la société, puis de montrer en fait quelque part, bah voilà, ça c'est un scénario possible pour que les gens d'aujourd'hui en fait réagissent et se rendent compte que le futur c'est demain en fait. Et donc voilà, ça a l'air assez prenant. Et pour la petite anecdote, il nous a dit que chacun de ces chapitres commençait par une dépêche de Radio Collapse, la radio de l'apocalypse, hein, quelque part. Il avait trouvé une autre expression, mais j'ai pas eu le temps de la noter. Voilà, j'ai trouvé le truc, enfin voilà, Radio Collapse, donc l'effondrement, pour ceux qui ne parlent pas anglais, je trouvais ça, voilà, cette petite touche d'humour. Ça m'a fait penser un peu à Potter Watch dans Les Reliques de la Mort. Voilà, c'est on fait. Et voilà, l'idée hein, de base, c'est quand même de apporter dans un cadre ludique sa vision d'expert et essayer de donner des clés sans y être d'un ton trop moralisateur ou culpabilisateur. Voilà, de montrer un peu les enjeux des mécanismes individuels et collectifs. Donc, ce qu'il dit, hein, c'est que c'est un monde assez sombre, forcément, hein, on est post-changement climatique, enfin, en plein dedans, en fait. C'est un roman dur, mais c'est rempli de persos humanistes. Donc, voilà, ça s'équilibre et on va peut-être pas trop se tirer une balle à la fin du roman. D'accord, d'accord. Il y a des touches d'espoir. Voilà, mais il y a toujours de l'espoir. Toujours. Voilà. Donc ça, ce sera un roman qui va paraître en février. En février également, il y aura le 3e tome là, de la saga Cochrane de Gilberto Villarroel. Donc, il va y avoir un mélange d'époques. Hein. Là, celui-là, il sera plus centré sur le Chili, sur fond de crise politique. Donc, Thomas Cochrane a libéré l'Amérique du Sud. Le Brésil fait appel à lui pour commander sa flotte. Et puis, il y a un tremblement de terre qui engendre un tsunami. Alors, je n'ai pas tout saisi. Je prenais des notes en même temps, hein, donc des fois, c'est un petit peu difficile de dissocier. Mais il sauve un homme. Alors, c'est un vrai personnage historique. Hein. Cochrane est un personnage historique. Hein. Cthulhu, bon, c'est un personnage de la culture populaire, mais il n'est pas historique. Ah, c'est Lovecraft. Hein. Voilà, exactement, c'est Lovecraft. Et donc, c'est Selkirk du titre, hein, Lord Cochrane et le trésor de Selkirk, qui a caché un trésor qui reste jusque-là à découvrir. Il n'a toujours pas été trouvé. Donc, il y a vraiment cette base historique. Attends. Il y a vraiment un trésor de Selkirk ?
En tout cas, Selkirk, c'est un personnage historique. Je saurais plus te dire qui c'est, parce qu'il l'a Ok, expliqué, mais c'est rentré par une oreille et sorti par l'autre, parce que j'arrivais pas à taper je assez suis vite. désolée, je pose des questions. Mince. C'est pas grave. Et donc voilà, il y a un côté un peu mélange des mythologies en fait. Mm, À mm. la fois la mythologie de l'Amérique du Sud, la culture là, de la Terre de Feu. Les voyages de Cochrane qui sont documentés, ce sont des voyages historiques. Et puis bah, la mythologie Lovecraft avec Toulouse, c'est aussi une histoire d'amour. Et là, on est plus dans un côté fantastique que fantasy. Les couvertures sont sublimes. Ah, les Moi, j'adore. couvertures, elles donnent carrément envie de lire. Et elles sont différentes des couvertures des éditions comment? Grand format? Grand format, merci. J'avais le mot anglais sur la langue, impossible de ressortir le français. Hardcover. Et puis, on va faire un bond au mois d'octobre avec David Brie et Le Chant des Géants. Donc David Brie, c'est une étoile montante 2022, hein, comme on a dit au départ, et donc une étoile montante 2023 également. Donc là, on va être sur un roman plutôt fantasy. C'est une île qui est gérée par 3 géants qui ont un peu créé leur île au fil de leurs rêves, et chacun a un peu son domaine de prédilection. Ça fait un peu penser aux dieux grecs où chacun avait Mars, le dieu de la guerre, enfin, Son petit précaré. pas Arès, parce que Mars, c'est un romain. Donc là, il y a un géant qui est plutôt orienté, justement, tout ce qui est guerre, etc. Une géante qui est plus, récolte, voilà, faire cultiver la terre, etc. Et un autre qui est plutôt, ce qui serait l'équivalent d'un dieu de la mort et de la musique, quoi. Alors, il va y avoir... donc, c'est une île qui est peuplée par des humains, hein, puis ça fait un peu... je me suis imaginé un truc un peu où les humains étaient des pions de 3 géants, mais voilà, c'est un a priori par rapport à ce que lui racontait. Donc, il y a une nouvelle guerre, 2 frères qui partent en guerre contre un autre royaume. Ils vont tomber tous les deux amoureux de la même femme, issue de cet autre royaume. Et puis, il y a une brume qui arrive de l'océan et qui commence à manger, à dévorer l'île, en fait. Et le roman va s'attacher à voir comment tout ça est lié, le côté un peu guerrier, cette brume. Voilà, ça va être... Voilà, lui, il nous parlait de son amour pour les histoires, et vraiment, il a un amour pour la fantaisie. C'est vraiment viscéral. Il aime la fantaisie, il aime la tragédie, il aime les histoires, et il a mis tout ça dans son livre qui sortira donc en octobre prochain. Alors, il y a d'autres publications prévues. Là, je vous ai vraiment parlé des 5 qui étaient présents à la soirée. Mais il y a aussi, évidemment, je sais qu'il y a l'autrice des Noces de la Renarde qui ressort un roman chez Pocket qui s'appelle Rouge. Voilà, il y a plusieurs choses à suivre. Enfin, vraiment une collection qui est assez intéressante et assez alléchante, avec, encore une fois, tout ce côté, on va retrouver à la fois des choses pour les fans de science-fiction, pour les fans de fantasy, et pour les fans de fantastique. Note un peu. Donc, très notre créneau, quoi. exactement, on va avoir en plus donc, de Florian Soulas, Les Oubliés de Lama. On va avoir aussi Aucune terre n'est promise, et le premier tome de la Guilde de Désombres, qui est de la dark fantasy. Voilà. Et du coup, je vous propose de passer au programme qui vous intéresse un peu plus, je pense, qui est celui de la collection Star Wars chez Pocket. Donc, une collection qu'on ne présente plus, hein, on est... Voilà, donc l'idée des publications Pocket, c'est que quand même ça touche de plus en plus de lecteurs, notamment parce qu'il y a beaucoup de passerelles qui sont faites entre ce qui se passe sur Disney+, et puis les romans. Donc forcément, une série comme Kenobi, ça va attirer des gens vers les romans légendes
comme Kenobi. le roman Kenobi de John Jackson Ouais. Miller, Il y a mais les aussi liens qui aussi. va amener sur Comme des frères qui sort en février prochain. C'est vrai. Donc au niveau Et attends, Je vais trop vite, et pardon. non, j'allais juste ajouter qu'il y a plein de liens avec ce qui se passe sur Disney+, mais il y en a aussi avec ce qui se passe côté BD Panini Comics. Donc, et puis il y a les romans jeunesse et tout, enfin ils ont tout remis en branle là depuis quelques temps. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent côté littérature en général Star Wars. Oui, mais c'est vrai que c'est quand même là en ce moment la dynamique, c'est quand même Disney qui va amener Bien sûr. enfin Disney Plus qui va amener les gens à se tourner vers l'univers étendu Star Wars, plutôt que les gens qui lisent un petit bout de l'univers étendu et qui vont se tourner vers autre chose. On a déjà, tu parlais des comics chez Panini, on est déjà sur quelque chose de niche, comme sur les romans Star Wars, alors que les séries Disney Plus sont quand même beaucoup plus mainstream, beaucoup plus grand public. Ne serait-ce que parce que tout le monde connaît Disney+, alors que tout le monde ne sait pas forcément qu'il y a des romans, qu'il y a des comics issus de l'univers Star Wars. Je suis d'accord avec toi. De toute façon, c'est toujours le grand écran et le petit écran qui est le plus mainstream et qui amène au reste. Mais je dis juste que vu qu'il y a beaucoup de passerelles aussi entre les BD et les romans, je pense que les gens qui étaient plus BD vont un peu plus vers les romans en ce moment, et les gens inversement comme moi qui étaient plus romans vont un peu plus vers les BD en ce moment. Du fait qu'il y ait plein de transmédia. C'est ça, je veux dire, avec quand même la Haute République et ce côté volontairement cross-média où on va mélanger du roman, du comics, du manga, de l'audiodrama et plus tard une série télé, voire un jeu vidéo s'il sort. Voilà, on est vraiment effectivement à un côté à aller amener les gens à aller chercher dans les autres médias et sortir de leur zone de confort. C'est assez intéressant justement ce concept. Enfin, c'est clairement ce qui m'a séduit aussi dans la Haute République. Donc si on en revient au planning des parutions, donc le Péril de la Reine a été très légèrement décalé puisqu'il devait sortir en octobre et il sortira finalement le 3 novembre de cette année. Et ça sera d'ailleurs le premier Star Wars à avoir le nouveau logo Pocket. On voit ce petit cartouche blanc, finalement on n'est plus dans un cartouche bleu mais un cartouche juste avec un cadre blanc. Voilà. C'est juste histoire de souligner. Donc, la trilogie de Padmé, donc L'ombre de la Reine, Le péril de la Reine et L'espoir de la Reine. On ne sait pas encore exactement comment il va être traduit. Queen's Hope. Lucille Gallio a laissé entendre que ça serait quelque chose de ce style-là. Voilà, cette trilogie-là, elle est quand même destinée à un public, à attirer plutôt un public un peu plus jeune, un peu plus féminin, qui va se reconnaître dans ce personnage de Padmé. On est dans du roman YA, donc Young Adult, donc jeune adulte. Et on va suivre donc l'évolution de Padmé tout au long de la prélogie. C'est pas pour rien que ça s'appelle L'ombre de la Reine, Le péril de la Reine, L'espoir de la Reine. Donc on a le prochain, donc L'ombre de la Reine qui est le premier tome qui est déjà disponible, Le péril de la Reine qui sort le 3 novembre et L'espoir de la Reine qui sortira en août prochain. Sera d'ailleurs, je commence presque, on a à la fois le premier et le dernier pour l'instant du calendrier Star Wars pour cette fin 2022 et premier semestre un peu agrandi de 2023. Viendra ensuite en décembre le 3e escadron alphabet, le prix de la victoire. Donc les 2 premiers évidemment sont déjà disponibles, donc escadron alphabet et Où l'ombre s'abat. Donc là, on va un peu plus retrouver finalement l'esprit qu'on a, on commence à deviner, en tout cas qui se dessine dans la série Andor, c'est-à-dire s'éloigner du côté mystique et puis avoir quelque chose un peu plus
Sur la moins rébellion. édulcoré, parce que quand on voit la guerre du point de vue de la trilogie originale, c'est quand même très manichéen, les méchants contre les gentils, etc. Là, on va avoir quelque chose qui brouille plus les lignes, ne serait-ce que parce qu'il y a des transfuges, en fait. Dans l'escadron alphabet, vous avez des gens qui viennent, qui ont déserté l'Empire, donc qui, à la base, ont quand même fait des choses qui sont pas forcément très... comment... Ils ont un background Ouais, tout en voilà. nuances, on va dire. C'est ça, donc on est beaucoup plus dans la nuance qu'on a pu l'être avec des sagas comme celle des X-Wing, par exemple. Voilà, donc on a... alors je cite un peu les notes de Lucille, j'espère qu'elle m'en voudra pas trop. Voilà, c'est aussi une réflexion sur la guerre, sur le syndrome du survivant, etc. On est vraiment dans un côté plus dark. Moi, j'ai commencé le premier, je suis à peu près à la moitié, et c'est vrai qu'on est très très loin de l'écriture de Michael Stackpole pour la série X-Wing, donc une série légende qui était très... je vais pas dire pétillante parce que c'est quand même de la guerre, mais il y avait pas mal Pleine d'humour. d'espoir, ouais. Il y avait quand même beaucoup d'espoir, et puis on n'était pas dans ce côté. C'est beaucoup plus réaliste en fait, l'escadron alphabet. C'est intéressant, et bon, j'ai un peu calé parce que je suis passée dans d'autres lectures, mais voilà, ça se lit bien, et je vous conseille, voilà, de continuer parce que c'est vraiment sympa. Vient ensuite le très attendu Comme des frères. Mais qu'est-ce que j'adore ce titre! Franchement, C'est pas cette mal, ouais. petite référence à cette fameuse réplique d'Obi-Wan, c'est toujours J'étais comme des comme un frères. frère. Enfin, je veux dire, tout de suite, tu vois la scène où Mustapha, les Ah, c'est larmes très bien, sur ouais. les joues Très d'Obi-Wan. bien Enfin, choisi. franchement, elle est incroyable, cette traduction. Enfin, j'adore, je suis très très fan. Ouais, Voilà. pour rappel, c'était Brotherhood hein, en anglais. Oui, fraternité, on Fraternité. pourrait un peu Qui... traduire. Euh, donc ça sortira en février 2023, donc il ne nous reste pas très très longtemps à attendre pour découvrir ce roman. Ça va se concentrer pas mal sur le moment où Anakin cesse d'être un padawan et devient un chevalier. Donc il y a une bascule dans la relation entre Obi-Wan et Anakin, puisqu'ils ne sont plus maîtres et apprentis, mais ils sont quasiment d'égal à égal, d'où le côté, voilà, cette relation plus fraternelle qu'on va voir d'ailleurs, hein, dans La Revanche des Sith, et puis d'où le côté comme des frères, justement, Brotherhood. Du coup, entre l'épisode 2 et l'épisode 3. Exactement. Voilà. Logique. Donc c'est un roman qui est sorti alors en VO, hein, au moment qui a surfé, hein, sur la vague de la série Obi-Wan. Et ce n'est pas le seul roman à surfer un petit peu, hein, sur les vagues de série, mais pour le coup, ça va marcher en français et pas en anglais, puisqu'en avril va sortir le 3e tome de la trilogie Throne, l'Ascendance. Ah mais oui, c'est vrai. C'est vrai J'ai qu'il oublié le Throne, titre. il a été cité déjà dans Mandalorian et qu'il pourrait bien apparaître dans une série, par exemple. C'est Ahsoka. pas, il pourrait bien, hein, ça a l'air quand même. Enfin, C'est c'est un un peu secret de Polichinelle, quoi, hein. la baleine sous gravillon, quoi. Ouais, c'est à peu près ça. On vous le montre, mais vous n'avez pas vu, quoi. C'est Donc, ça. C'est name drop, comme on dit. exactement. Donc l'idée, alors je n'ai pas encore lu cette trilogie, donc je ne peux pas vous en parler en long, en large, en travers, vous la conseiller, pas vous la conseiller. Ah, j'ai pas encore commencé Ce non que je plus. sais, c'est que ça se passe donc avant la trilogie précédente de Throne, qui était Throne, Alliance et Trahison. Donc, qui se passait post-épisode 3, hein, entre l'épisode 3 et l'épisode 4. Là, on est sur avant, ça s'appelle l'ascendance parce que c'est quand il est encore dans l'ascendance 6. Et donc, on le voit, hein, d'ailleurs, d'après les couvertures, hein, elles sont assez... sont presque spoilers quelque part. Bon, même si on savait déjà ce qui allait se passer un petit peu, enfin disons la fin. Donc on voit, hein, la montée en grade de Throne, et puis sur cette dernière couverture, la déchéance,
on le voit, hein, de toute façon, il est décoiffé, les épaules affaissées, les mains liées dans le dos par des menottes. Donc, on voit bien le côté des sciences. Mais c'est pas réellement un spoiler, puisque quand on a lu, tout du moins, hein, le premier tome hein, de la première trilogie, on va finir par se mélanger. Donc, Throne, avec une belle couverture blanche. On sait qu'il y a eu cette déchéance depuis l'ascendance qui lui a permis ensuite de monter les échelons dans l'Empire jusqu'à devenir le grand amiral qu'on a connu à la fois dans le Légende et à la fois dans le canon avec la série Rebelle. Donc ce troisième tome qui finit la trilogie sortira en avril prochain. Ah, alors, je pense qu'on l'a déjà dit sur la chaîne, mais on a la chance d'avoir les magnifiques couvertures de Magali Villeneuve, qui sont finalement exclusives un peu, parce que disons que c'était en anglais, c'était les couvertures de l'édition collector, et que ils sont laissés au choix des éditeurs sur les autres pays. On est un des rares pays qui a choisi ces couvertures qui sont juste... Je crois qu'il y a eu, si je me souviens bien, Pocket a réussi à avoir ses couvertures en se jouant aussi sur le fait que Magali Villeneuve est française, cocorico. Voilà. Alors, cela dit, c'est vrai que sur la chute de l'étoile, ils ont eu aussi la couverture Out of Print. Donc, Out of Print, c'est alors, c'est pas tout à fait une maison d'édition, mais c'est... une entreprise qui fait des éditions collector de romans, donc avec des couvertures alternatives, avec des pages dont les transes sont teintées. Par exemple, La Lumière des Jedi, si je me souviens bien, c'était une transe bleu turquoise. C'est pas forcément du meilleur effet, hein, faut être honnête, mais voilà, il y a souvent de très très belles couvertures alternatives. Il y en a aussi pour des versions exclusives Walmart, Target, qui sont des chaînes de grande distribution aux États-Unis. Mais les out of print sont très souvent absolument magnifique. Non, mais par contre, c'est $50 l'édition minimum, plus les frais d'envoi, les frais de douane. Donc, ça coûte un bras, 2 ans d'avoir un out of print en France. Et du coup, c'est vrai que Lucille nous disait que des fois, elle a des gens qui achètent juste pour avoir la couverture exclusive. Oui, des lecteurs qui ne savent pas lire le français, mais qui trouvent l'objet tellement beau, et ils ont raison, il est tellement beau. Comme à une époque, on pouvait aussi collectionner les couvertures japonaises, notamment de la série du Nouvel Ordre Jedi, parce qu'elles étaient absolument magnifiques. Alors tu sais, les couvertures de base étaient plutôt sympas, hein. Elles pas vilaines, mais alors les couvertures japonaises, et actuellement, je trouve que les plus belles couvertures, enfin parmi les plus belles, ce sont les éditions brésiliennes. Notamment la couverture, enfin il y en a 2 qui m'ont vraiment tapé dans l'œil. On me digresse là complètement, mais c'est pas grave. Non mais tu nous mettras les photos là dans le montage. Sont les couvertures de ton bouquin détesté préféré, Une Nouvelle Aube, et de Sombre Disciple. À chaque fois je me plante. Sombre Apprenti, c'est la trilogie de l'Académie de Jedi, et donc c'est Sombre Disciple de Christy Golden avec mon chouchou qui est Queen Anne Vos et Asajj Ventress. Et la couverture est juste... qui est aussi une de tes chouchoutes aussi. Aussi, voilà, c'est vrai. Du coup, 2 chouchous. Ouais. Pour un roman que j'ai pas aimé, mais c'est dommage. On a eu la chance de voir Magali Villeneuve à QC en plus. Oui, et moi, je lui avais posé la question, est-ce qu'il t'avait demandé de faire qu'il soit aussi beau, Throne ? Et elle m'a dit non, ce qu'ils m'ont demandé, c'est de faire un militaire. Et ça marche super bien. Elles sont super magnifiques. Elles sont magnifiques. Mais vraiment... Avec cette progression aussi. Oui, au début, il a l'air un petit peu timide, après la stature, et puis à la fin, il est voûté, là. C'est beau. Tout à fait. Non, mais les 3 portraits racontent une histoire. Je veux dire, t'as presque pas besoin d'ouvrir le livre. J'exagère, hein, bien évidemment, mais... Non, mais il y a quelque chose. Quand on dit qu'une image vaut 1000 mots, là, pour le coup, voilà, on est en pamoison devant les illustrations de Magali Villeneuve, qui, on le rappelle, fait beaucoup d'illustrations pour Magic the Gathering. Tout à fait. Et Star Wars, elle en fait aussi. Elle a fait aussi des illustrations pour des. Je vais y arriver.
des nouvelles, des illustrations pour des jeux de rôle. Enfin, elle fait vraiment beaucoup de choses Oui, puis et tout est magnifique. elle est d'un talent, c'est absolument magnifique. Alors, on va continuer un petit peu, puisque bah, voilà, on a parlé de la Haute République, hein, puis Céline et moi-même d'ailleurs sommes dans le thème Haute République, hein, puisque c'est vraiment notre saga à l'intérieur de Star Wars chouchou, j'ai envie de dire. Donc la Haute République, bah, d'ailleurs, a commencé hier, mardi 4 octobre 2022, la deuxième phase en VO avec le roman YA Path of Deceit de Tessa Gratton et Justina Ireland. Ah, c'est celui que t'as là? Oui, c'est la couverture que j'ai. Non, parce que je ne l'ai pas encore. J'ai Non, pas mais encore je tout veux à fait dire fini la le phase fond. 1. J'y suis presque, il me reste un chapitre de Mission Catastrophe et 100 pages de l'Horizon Funèbre. Donc je suis vraiment à la fin et je pense que je vais commencer par le comics de Cavan Scott parce que je l'attends avec impatience. Mais encore une fois, je digresse. Donc Pass of Deceit devrait sortir donc chez Pocket en mai et il sera suivi en juillet de Convergence de Zoraida Cordova qui sera le roman adulte. Enfin, en tout Et cas, le premier de cette phase 2. c'est le Voilà. premier roman de cette auteur pour la Haute République, non? Oui, tout à fait. Sur la phase 2, ils ont un petit peu ouvert le panel. Donc, on va avoir justement Tessa Gratton. On va avoir Zoraida Cordova. Et il me semble qu'il y a une autre autrice. Mais je suis un peu perdue. Mais en tout cas, il y a au moins ces Là, deux-là. je n'ai pas Alors, révisé. non. Alors, Zoraida Cordova, je suis sûre, elle a écrit pour au moins le recueil From a Certain Point of View, un recueil de 40 nouvelles sorties à l'occasion des 40 ans de... Je vais y arriver, d'un nouvel Un espoir. nouvel Donc espoir. c'est un Et en recueil de fait, nouvelles qui est il y a... inédit en français, avec donc 40 auteurs, dont la plupart des auteurs de la Haute République. D'ailleurs, Cavan Scott tweetait dessus il y a quelques jours en disant que c'est véritablement le projet qui a permis de faire naître une espèce de communauté d'auteurs Star Wars, vraiment les lier, et de faire en sorte qu'après, il y ait ce story group, enfin les Luminous 5, qui sont maintenant les Luminous 7 ou 8. Oui, Voilà, on Tessa retrouve... Gratton a participé aussi de mémoire, et si c'est pas celui-là, c'est au suivant qui est From a Certain Point of View, The l'Empire Empire contre-attaque, Strikes Back. Et on imagine bien l'année prochaine étant l'année des 40 ans du Retour du Jedi, qu'il y aura un Certain Point of View, Return of the Jedi Edition, avec quels auteurs. On sait pas, mais on sent bien que c'est dans les cartons. Je veux dire, ça a bien marché pour les deux premiers. Ils vont continuer à le faire. Ce serait dommage de s'arrêter en si bon chemin. Exactement. Surtout qu'il paraît que ce sont vraiment des nouvelles de très bonne facture. Et puis, on est dans un côté réécriture. Dans le sens où, en fait, c'est pas du tout canon, c'est d'un certain point de vue. Donc, c'est pas tout à fait la réalité. On s'arrange un peu avec la vérité comme on l'entend. C'est le point de vue d'un personnage, donc voilà, son point de vue à lui peut être un peu biaisé. Exactement. Apparemment, il y a des nouvelles qui sont un peu... ça sort un peu des sentiers battus de Star Wars, ça permet un peu plus de liberté, puisque justement, il n'y a pas besoin de se conformer à un canon. Donc on peut partir en cacahuète si ça nous amuse. Donc, non, mais il paraît que c'est très bien, ouais. J'ai pas encore lu, mais... Non plus, il y a trop de publications. Il y a trop de choses. J'y arrive plus. Puis avec la collection imaginaire là, qui m'a bien aguiché, ma pile... la pile à lire augmente encore. Elle est monstrueuse. Elle est monstrueuse. Mais ça va le faire. Un jour, j'aurai lu tout ce que j'ai envie de lire, peut-être. Pense à moi qui suis encore dans la chute de l'étoile, là. Je suis mal. T'es pas très loin. Non, heureusement, ça reprend qu'en mai.
Mm. Tu vas voir. Ouais, ça laisse du temps. Hein, tu vois, moi, j'ai pas fini la phase 1 que la phase 2 a déjà recommencé. Mais bon, ça, c'est ma faute. J'ai fait une pause, j'ai fait une petite overdose de Star Wars. Donc, Ça arrive. ça arrive. T'as le temps d'ici à ce qu'on les chronique en français, c'est bon. Oui, oui, tout à fait. Puis là, j'ai plus envie d'aller me pencher sur les étoiles montantes de l'imaginaire que Mm. sur la phase 2, parce que je suis de nouveau dans une phase où je fais une overdose de Star Wars. Vous allez me jeter des cailloux, c'est pas possible. Mais voilà, pour vous dire, en fait, je reviens hein, sur ces auteurs que j'ai pu voir un petit peu hier. C'est que, par exemple, le roman d'Aurélie Wallenstein et celui de Jean Krug, ça m'a donné tellement envie de les lire que je viens de les réserver à la bibliothèque de ma commune. Voilà, donc je fais pas juste de la pub comme ça, c'est que vraiment ça m'a donné envie et voilà, il y a beaucoup de choses à découvrir dans l'imaginaire et malheureusement j'ai envie de dire autre que Star Wars aussi. C'est bien Ah Star Wars, mais bah c'est oui. bien de s'en éloigner aussi par moment. Non, mais il n'y a pas que ça. Voilà. Tout à fait. Je pense qu'on a à peu près fait le tour hein, de ce que j'ai pu voir hier à la soirée. Ah non, info importante, c'est que vous avez vu que le planning des parutions Pocket s'arrête en août. Ah, Mais il reste septembre, octobre, novembre, décembre, il reste 4 mois. dans le mois de l'imaginaire. C'est Dont louche le tout mois de ça. l'imaginaire. Mais alors, vous emballez pas, on n'aura pas de nouvelles avant au moins QC. Voilà, a Ah, priori, voilà, Lucie Gallio garde sous le coude des annonces pour la convention Génération Star Wars et Science-Fiction qui se tient tous les ans le dernier week-end de avril à QC, c'est à côté de Vichy, dans l'Allier, c'est mignon, faut y aller, c'est très familial. Et en plus, cette année, ça tombe donc le samedi 29 dimanche 30 avril et le 1er mai est férié. Donc, on peut aller passer un week-end tranquille dans à l'Allier. QC. Je vous invite vivement à y aller si vous n'y êtes jamais Ah, c'est allé. super. C'est vraiment sympa. Il y a des conférences, il y a énormément de cosplayers, il n'y a que des gens sympas. Et il n'y a pas que du Star Wars, malgré le nom, il n'y a pas que du Star Wars. Oui, bah, c'est Génération Star Wars et Science-Fiction qui organise cette C'est convention. une Et association donc, à but non lucratif et qui collecte des fonds. Parce que, par exemple, vous allez pouvoir acheter des goodies, vous allez pouvoir participer à une tombola et ça va permettre, un, de faire fonctionner l'association et deux, en fait, pouvoir aussi faire en sorte que l'association puisse reverser des sous. Par exemple, à l'hôpital pédiatrique de Vichy, voilà, mener quelques actions comme ça. Donc, c'est dépenser des sous, mais pour soutenir la bonne cause. pour une bonne action. D'ailleurs, vous n'avez pas eu une idée de qui pourrait inviter par hasard? Ils vont commencer un petit peu, généralement, c'est sur la fin d'année qu'ils commencent à teaser le programme, mais... Non, je veux dire Pocket. Oui. Parce que Pocket, ça fait 2 ans qu'ils ont un invité à eux. Ils avaient Cavan Scott l'année dernière, Claudia Gray il y a 2 ans. Donc, non, ils tombent pas. Charles Soule. Ah, Justina Ireland, ce serait bien aussi. Oh hein. oui, oui, ah, j'adore. Franchement, là, je suis en train de finir Mission Catastrophe avec mes gamins et c'est du bon, j'adore. Enfin, j'ai adoré Une épreuve de courage, j'adore Mission Catastrophe. Je les ai même presque plus préférée à Hors de l'ombre, que j'ai pourtant beaucoup aimé, mais elle a une patte, j'adore. Voilà. Donc oui, Justina Ireland, oui. Bon, après, les 5 en même temps, c'est bien aussi. Hein, Un Luminous 5, hop, au hasard, on en prend un. C'est ça. C'est bon. Ça nous satisfait, nous. Exactement. Il en faut peu pour être heureux. Bon, mais sur ce, je pense que là, c'est ça pas y est, mal, déjà. pour le coup, on a fait le tour. Hein. On a même fait de la pub aux copains de Génération Star Wars et Science-Fiction. Mais qu'il le mérite bien. Mais qu'il le mérite amplement, hein, très clairement. Voilà, après, c'est vrai qu'il y en a certains, c'est des potes, donc voilà, on réseaute. Hein. Clairement, oui, il y a mais aussi ce côté aider des amis, mais voilà, c'est aussi parce que vraiment voilà, c'est des bonnes heures, c'est une super convention. c'est ça, Franchement, on a même si toujours on ne passé, connaissait pas ni d'Eve ni d'Adam, on ferait de la pub aussi, hein, parce que c'est vraiment très bien. C'est ça.
Donc voilà, et ben, si vous avez des questions, n'hésitez pas Alors si c'est sur les publications Star Wars, hein, vous savez que Lucille Gallio est extrêmement présente sur les réseaux sociaux, elle est hyper joignable sur Twitter, faut pas hésiter à lui poser des questions. N'hésitez pas à nous faire un retour aussi hein, sur ce que vous avez pu lire en Star Wars et non Star Wars, notamment dans la collection des étoiles montantes de l'imaginaire. Nous faire un retour aussi, savoir si c'est quelque chose qui vous intéresserait qu'on chronique ces romans-là, justement, parce que, je vais m'y Bah, coller, parce pourquoi qu'il pas. y en a vraiment qui m'ont intéressé. Donc voilà, n'hésitez pas à nous faire part un peu de vos avis, de vos envies. Et en attendant, écoutez, on souhaite que la force soit avec vous. Et puis à bientôt. Et à très Voilà. bientôt pour de nouvelles chroniques, probablement la fin de la phase 1 de la Haute République. Ça marche. N'oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, forcément, un petit pouce, de vous abonner à la chaîne, de partager. Voilà. N'hésitez pas à nous écouter aussi. On est sur Deezer, sur Google Podcast, Apple Podcast, ça devrait pas tarder à arriver. Et aussi notre site web www.geek-squadron.net. Et évidemment les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, avec une préférence pour Twitter où on est plus actif dessus. Oui, Facebook, ça ne marche pas trop mal non plus, ça. C'est vrai. Ça, c'est ton réseau de prédilection et moi, c'est Twitter. Voilà, on se partage les tâches. C'est ça. Un Mais couple alors, par parfait. contre, Instagram, Ah, c'est- j'essaye, hein. T'as vu, j'ai fait des c'est pas... reels hier. Non, c'est pas délaissé, c'est pas délaissé. Si, ça a été délaissé, c'était en friche, mais je vais essayer un petit peu de remettre. C'était Ne pas un nous réseau que envoyez je pas de maîtrisais. messages urgents dessus, quoi. Non, clairement pas. Voilà. Bon. Bonne lecture à tous, bonne lecture à ceux qui finissent la phase 1 de la Haute République, bonne lecture à ceux qui vont attaquer en VO la phase 2 et on se retrouve très bientôt pour un débrief de tout ça. Allez. Salut!